Comme l'a expliqué Vincent en commençant, on s'était réparti les choses pour qu'il présente un peu l'argument général qui est le nôtre dans le livre. Et moi, je voulais essayer peut-être de faire quelques parallèles entre ce travail qu'on a souhaité faire et un certain nombre de thèmes d'actualité immédiate. Vous l'avez dit, puisque après-demain, l'Assemblée nationale va examiner un projet de loi, une proposition de loi qui avait été votée en première lecture par le Sénat en 2012, si je ne me trompe pas, visant à étendre l'obligation de laïcité et neutralité religieuse aux structures en charge de la petite enfance. Actualité des dernières semaines, puisque effectivement, comme le montrait l'interview à l'instant de M. Saltzman, depuis plusieurs semaines, on a vu des personnalités politiques prendre l'initiative, enfin déclarer vouloir déposer des propositions de loi, je pense en particulier à Éric Ciotti, visant à interdire le voile à l'université. Éric Ciotti qui a trouvé en la secrétaire d'État en charge des droits des femmes, Pascale Guattard, un soutien peut-être pas inattendu, improbable. Et l'actualité plus généralement de ces derniers mois, puisque j'imagine que ça n'aura échappé à personne que la laïcité s'est imposée comme une des thématiques centrales dans le débat public suite aux événements des 7 et 9 janvier 2015. Donc voilà un peu peut-être les trois parallèles que je voulais essayer de faire rapidement pour lancer la discussion et les échanges de tout le monde. Alors en ce qui concerne l'actualité immédiate, donc la question de la petite enfance, c'est effectivement au beau milieu de la saga judiciaire de l'affaire Babylou avait été adopté au Sénat un texte visant, en effet, comme le rappelait M. Touré, à imposer une obligation de neutralité religieuse à l'ensemble des personnels travaillant dans les structures en charge de la petite enfance. Alors, c'est une proposition de loi qui se comprenait assez bien dans le cadre du contexte de l'affaire Babylou, puisque ça répond directement à la problématique de l'affaire Babylou. D'accord ? Est-ce que la laïcité, est-ce que la neutralité religieuse est quelque chose qui a un écho particulier, une nécessité particulière dans les structures qui sont en charge de la petite enfance? Il se trouve que l'affaire Babylou, l'épilogue de l'affaire Babylou, c'est le deuxième arrêt de la Cour de cassation qui date de juin 2014, a fini par valider le licenciement de Mme Afif. Et le raisonnement de la Cour de cassation, c'est de dire que voilà, une crèche comme la crèche Babylou peut très bien, dans son règlement intérieur, prévoir de soumettre l'ensemble des personnels à une obligation de neutralité religieuse. Et la Cour de cassation insiste notamment sur le fait que c'est, dans le cas particulier, c'est notamment au regard de la petite taille de la structure. La structure Babylou était une petite structure, que le règlement intérieur peut prévoir cette obligation de neutralité des personnels. Donc si finalement l'affaire Babylou se solde par la validation du licenciement, si elle se solde par cette idée selon laquelle, bon, dans une structure comme Babylou, on peut très bien prévoir dans le règlement intérieur une obligation de neutralité religieuse, pourquoi est-ce que cette question revient à l'agenda législatif? Pourquoi est-ce qu'on vient par la loi ici, en quelque manière, redoubler ce qui a été acquis par le processus judiciaire? Alors, dans le livre qu'on a publié il y a quelques mois, on y mettait l'hypothèse, qui semble se vérifier, que l'intervention de la Cour de cassation, celle que je viens de rappeler de juin 2014, ne marquerait probablement pas la fin de l'affaire Babylou, la fin précisément des volontés d'étendre toujours cette laïcité ainsi redéfinie comme une obligation de neutralité religieuse qui pèserait y compris sur les personnes privées, parce que, ça fait écho à ce que disait Vincent tout à l'heure, pour partie au moins, la logique motrice de la nouvelle laïcité, c'est véritablement une logique de contrôle. Et dans cette perspective, on peut bien comprendre que la solution préconisée par la Cour de cassation, qui consiste à dire le règlement intérieur, c'est-à-dire d'une certaine manière la loi intérieure de l'entreprise, peut décider de soumettre les personnels à la neutralité religieuse, c'est pas vraiment, même si ça permet de valider le licenciement de Mme Afif, mais c'est pas vraiment en correspondance avec ce qui nous semble être cette logique profonde de la nouvelle laïcité, qui n'est pas de laisser aux personnes privées
la possibilité de décider, bah, tiens, dans telle crèche on va faire la neutralité religieuse, puis dans telle autre on ne va pas la faire, mais qui est bien plutôt une logique de contrôle étatique qui décide a priori pour l'ensemble des situations dans lesquelles on peut se trouver, s'il y a ou s'il n'y a pas neutralité religieuse. Et il me semble que c'est une clé de lecture possible du retour à l'agenda législatif de cette problématique, puisque bien qu'on a obtenu, enfin les partisans de la nouvelle laïcité d'une certaine manière ont obtenu satisfaction avec l'épilogue judiciaire de l'affaire Babilou, mais c'est ici insuffisant parce qu'on ne veut pas précisément laisser la détermination au cas par cas aux individus privés, aux structures privées, et on veut véritablement, par la loi, prendre une décision en amont, valable toujours et partout. Sur le fond, il me semble que par ailleurs, cette proposition de loi qui revient à l'Assemblée nationale jeudi mérite d'être interrogée. Bon, on peut, c'est un débat qu'on a parfois vu émerger ici et là, on peut s'interroger sur la question de savoir contre quoi exactement il s'agit de protéger des enfants de moins de 6 ans, hein, c'est la portée du texte qui est envisagée. On peut avoir ce débat-là. On peut surtout, et c'est plutôt sur ce terrain-là qu'on pourrait discuter, on peut surtout s'interroger sur la structure du projet de loi tel qu'il va revenir devant l'Assemblée jeudi. Parce qu'effectivement, comme l'a dit M. Touré, il vise des structures qui bénéficient d'un financement public, sauf qu'il ne parle pas des exceptions. Et elles sont très nombreuses dans le texte. En particulier, les crèches privées ou des structures de garde de la petite enfance privées qui bénéficient d'un service public, d'un financement public, mais qui ont un caractère propre, sont exclus, bien entendu, de l'obligation de neutralité religieuse. Autrement dit, les crèches confessionnelles sont exclues de l'obligation de neutralité religieuse, qu'elles reçoivent un financement public ou pas. Et de la même manière, les assistantes maternelles et l'ensemble des nounous travaillant à domicile sont également exclus de la portée du projet de loi. D'accord ? Alors on peut s'interroger, si la logique est véritablement celle dont parle M. Touré, c'est-à-dire de dire qu'il faut protéger les enfants, encore une fois on peut débattre de cette question, si la logique c'est qu'il faut protéger les enfants, alors qu'est-ce que ça veut dire d'intervenir par la loi en ne protégeant finalement que les enfants qui sont dans une structure privée qui bénéficie d'un financement public et qui n'a pas de caractère propre. Et donc ceux qui sont chez les assistantes maternelles, les nounous ou dans les crèches confessionnelles, je s'en fous d'une certaine manière, eux ils ne sont pas protégés. On voit bien qu'il y a là quand même quelque chose de l'ordre, à tout le moins, d'une incohérence. Alors, il me semble que si véritablement c'est une logique de protection, la protection, elle doit valoir pour tous les enfants. Si ce n'est pas le cas, bah, peut-être qu'on n'est pas en fait véritablement dans la logique de protection, peut-être que ce n'est pas de cela qu'il s'agit en première intention. Et je terminerai sur la petite enfance en faisant une autre remarque, qui est que, pour rebondir aussi sur les liens que faisait Vincent tout à l'heure entre la nouvelle laïcité et une certaine compréhension du discours républicain, ou en tout cas une certaine invocation de la tradition républicaine, c'est qu'on peut aussi avoir le même type de raisonnement, c'est-à-dire de dire finalement la nouvelle laïcité se part des atours de la défense d'idéaux républicains, mais on peut se demander, par exemple avec le projet de loi qui va être voté jeudi, si finalement on n'est pas en fait contre-performant, c'est-à-dire qu'on dit qu'on veut vraiment défendre des idéaux communs, des espaces communs, une logique commune pour l'ensemble des enfants élevés dans la République, et puis finalement on crée des mécanismes qui ont pour effet, probablement pas pour intention, mais qui ont pour effet de multiplier les structures privées qui se déclarent comme confessionnelles, qui se déclarent comme un caractère propre et qui vont par ce fait échapper à l'obligation de neutralité religieuse. Et ça me permet d'enchaîner avec la question éducative. C'est quand même ce qu'on a vu se produire en répercussion de la loi du 15 mars 2004, c'est-à-dire qu'on a eu une multiplication, voire une apparition pour ce qui est des écoles musulmanes, d'établissements à caractère propre qui n'existaient pas avant la loi. Donc c'est aussi, je pense, y compris pour la réflexion sur la défense des idéaux républicains, quelque chose à prendre en considération, qui est que par l'exclusion de la République, on peut aussi, en fait, contre-performer complètement, c'est-à-dire vider une partie de l'école républicaine de son contenu, de la population qu'elle accueille, etc. Alors le second sujet d'actualité qui est un tout petit peu qui est un tout petit peu plus ancien, c'est donc la question du voile à l'université. Alors là encore, on peut discuter. M. Touré, là, à l'instant, dans l'extrait qu'on a vu, dit il faut protéger les petits-enfants, il faut protéger les élèves à l'école et il faut protéger les étudiants à l'université. Il y a quand même une différence majeure, c'est que par hypothèse, à l'université, on parle de majeur.
Et donc la logique de la protection, notamment lorsqu'elle passe par un certain nombre de dispositifs juridiques, s'accommode assez malaisément de l'indistinction entre la minorité et la majorité. Et il se trouve en particulier que cette loi, ces projets d'interdiction du voile à l'université qui se présentent comme des prolongations de la loi du 15 mars 2004 sur les écoles, collèges et lycées, eh bien, elle avait été précisément largement justifiée par le fait que les enfants étant mineurs voilà, pouvaient être plus exposés à un certain nombre de risques et donc étaient une population parmi celle de la population des élèves qui portaient des signes d'appartenance religieuse. Ils pouvaient être plus exposés au fait de porter des signes d'appartenance religieuse, pas du tout par choix, mais véritablement par obligation familiale, etc. Donc cette question de la majorité, elle est quand même très très importante et il me paraît extrêmement problématique de la passer complètement sous silence en disant, bah, voilà, on le fait dans la crèche, on le fait à l'école, POC, on peut le faire aussi à l'université. Donc ça c'est, me semble-t-il, un point qui est vraiment très important. Et sur l'autre aspect qui a été évoqué par M. Touré, qui était de dire l'université est le lieu de l'éducation, de l'égalité, etc. Bon, là, on sort évidemment du débat juridique. Je ne prétends pas avoir de compétences particulières à faire valoir sur ce terrain, mais il me semble quand même relativement aisé d'opposer un certain nombre de contre-arguments qui consistent à considérer que l'université, c'est aussi le lieu où doivent s'enseigner, s'éprouver l'autonomie, l'esprit critique, et que c'est probablement pas en interdisant des comportements à des personnes majeures que l'on délivre le message le plus vibrant en faveur de l'autonomie. Donc voilà, il me semble que c'est quelque chose qui en tout cas mérite d'être discuté. Sur la question de l'égalité entre les sexes, bon, ça c'est devenu désormais une ancienne du discours de la nouvelle laïcité, hein, qui véritablement fait un usage qui est pour partie très instrumental du principe de l'égalité entre les sexes, et qui par ailleurs, en tout cas les études d'ethnologie, de sociologie du fait religieux nous enseignent, pose problème au regard de la réalité sociale que ce discours prétend décrire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, bien sûr, que les religions en général, la religion musulmane en particulier, puisque c'est d'elle dont il s'agit pour l'essentiel dans tous ces débats, promeuvent l'égalité entre les sexes. On pourrait avoir une discussion sur diverses religions sur ce point qui n'ont pas toutes, c'est loin s'en faut, un bilan favorable, un bilan positif du point de vue de la promotion de l'égalité entre les sexes, mais ça ne résout pas la question qui est de savoir si on peut donner une signification unique, valable toujours et partout, sur n'importe quel type de voile, n'importe quel type de couvre-chef. Et je vous rappelle que les juridictions françaises aujourd'hui valident comme interdit au nom de la loi de 1904 des jupes longues, des bandanas, etc. Donc je veux dire, on parle véritablement d'une conception très très extensive du voile. Okay. Est-ce qu'on peut donner une signification valable toujours et partout du voile? Est-ce que c'est toujours, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'âge, quelle que soit la nature du fichu, etc. Est-ce qu'on peut toujours dire que voilà, c'est une méconnaissance telle du principe de l'égalité entre les sexes que les lois de la République doivent commander son interdiction? Il me semble que si le principe d'égalité entre les sexes était toujours appliqué avec la même impérativité, il y a un certain nombre d'autres lois de la République qui naturellement mériteraient d'être revisitées. Premier aspect de la question. Et deuxième aspect de la question, voilà, encore une fois, c'est véritablement en contrariété ou en contradiction avec beaucoup de ce que nous enseigne la sociologie de la pratique du fait religieux et de la pratique. Et le dernier point que je voudrais évoquer, c'est le contexte plus vaste, hein, pas celui de jeudi prochain, pas celui de la semaine dernière, mais celui dans lequel nous vivons depuis le début du mois de janvier 2015. Indubitablement, les massacres de janvier ont évidemment plongé le débat public dans un état de crise, mais ce qui n'était pas tout à fait évident, c'était que dans cet état de crise du débat public et de la réflexion politique autour des conséquences, enfin de l'analyse à faire et puis des conséquences à tirer des massacres de janvier, le principe de laïcité se fait véritablement la part du lion, si on peut dire. C'est vraiment très fréquemment présenté comme soit la cause de ce qui s'est passé, soit le remède à ce qui s'est passé.
on a tous vu, hein, tous les magazines, les journaux titrés en première page, en premier titre, etc., sur la laïcité. Alors, on l'a vu de manière majeure dans la réaction de la presse, du débat politique, hein, puisque les propositions de loi dont on vient de parler sont un avatar, hein, de ce ressurgissement du principe de laïcité comme vraiment central dans le débat public. Et voilà, sur ce point-là, je crois aussi qu'il faut être prudent, sinon méfiant. À titre personnel, j'ai déjà eu l'occasion de le dire et de l'écrire. C'est quelque chose qui me trouble beaucoup, parce qu'il me semble que lorsqu'on présente soit la méconnaissance de la laïcité comme une cause possible des événements de janvier, soit la réaffirmation de la laïcité comme un remède nécessaire aux événements de janvier, ben, il me semble qu'inévitablement, on accepte de faire un parallèle entre Kouachi Koulibaly et l'ensemble des personnes qui sont en fait visées par le débat sur la laïcité tel qu'on l'a depuis 15 ans ou 20 ans. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde à la fois se revendique comme ne souhaitant pas faire d'amalgame. C'est le grand mot qui a résonné immédiatement après les massacres. Mais il me semble que malgré tout, on n'est pas très loin malgré tout de l'amalgame lorsque on a cette lecture-là des événements de janvier. Et il me semble donc qu'il est important de prendre garde à ne pas faire de la laïcité un principe qui puisse être perçu comme excluant, comme discriminatoire, comme attentatoire aux libertés. Et peut-être pour conclure, je voudrais juste revenir sur des propos qu'a tenus Jean-Louis Bianco, le président de l'Observatoire de la laïcité, à plusieurs reprises ces derniers mois, qui est un rappel au fait que la laïcité ne doit pas être le premier des principes sur lesquels on débat dans toutes ces questions. Et il insiste sur le fait que le premier des principes sur lesquels on débat, ça doit être celui de la citoyenneté, et qu'à oublier les principes qui incluent, et à continuer à manier un principe qui, me semble-t-il, est aujourd'hui pour partie devenu un principe problématique, parce que pour partie, un principe excluant, qui produit de l'exclusion, eh bien il est probablement de mauvaise stratégie, et pas seulement au sens vulgaire du terme, mais compris de choix philosophiques, de mettre ce principe-là en avant, en premier, dans les débats qu'on a aujourd'hui, 3 mois après les massacres de janvier. Voilà les quelques points qui, me semble-t-il, permettaient de faire un peu le lien entre ces sujets d'actualité et le travail plus au long cours